que je vous propose, les petits potes, c'est de passer à notre prochaine invité, prochaine scientifique, pour répondre à la question comment la société évolue autour de la question de l'écologie. On accueille Dr Sophie Dubuisson-Kellier, messieurs, dames. Bonsoir. Une musique, des feux d'artifice. Bonsoir Sophie. Sophie Dubuisson-Kellier, membre du Haut Conseil pour le climat, directrice de recherche au CNRS en sociologie économique, Sciences Po, Centre de sociologie des organisations, SCO. Waouh, ça en fait des choses. Donc tu es sociologue. Tout à fait. Tes études tournent autour de cette question, l'écologie, où est-ce qu'on en est, etc. Et surtout, comment la société évolue autour de la question de l'écologie. Est-ce que tu as quelques réponses à cette question très vaste? Oui, alors en effet, on voit, et ça a bien été expliqué avant, qu'il y a des questions qui se posent de manière de plus en plus urgente et peut-être un peu dramatique sur l'évolution de l'environnement, sur la situation du climat, sur la biodiversité, les ressources naturelles, toute une série de questions qui se posent. Et ce que va faire la sociologie, c'est qu'elle va essayer de comprendre en fait la manière dont la société s'empare de ces questions, comment elle les prend en compte, comment elle les gère, comment elle s'organise éventuellement pour apporter des réponses. Et du coup, c'est assez intéressant d'aller chercher la sociologie sur ces questions-là, même si d'emblée, c'est pas la sociologie qu'on va chercher. En fait, on va en général plutôt appeler d'autres scientifiques. Donc, je trouve ça vraiment super intéressant que vous ayez eu aussi cette démarche. Alors, qu'est-ce qui se passe en gros? Si on regarde par exemple, ça fait une trentaine d'années que, par exemple, les experts du climat nous expliquent que si le climat change, c'est à cause des activités humaines en fait. Il y a une responsabilité de ces activités humaines dans le changement climatique. Alors, qu'est-ce que la société a fait, en fait, de ce constat-là? Et c'est là que la sociologie peut être intéressante, parce que, en fait, on se rend compte que derrière cette idée qu'il y a une responsabilité humaine, il y a une interprétation de ça. C'est-à-dire, on s'est dit, au fond, ce sont les individus qui sont en cause, et c'est la façon dont ils vivent sur la Terre, la façon dont ils habitent, en fait, cette planète qui est en cause. Et donc, on a cadré le problème de cette façon-là. Ce que je veux dire par cadrer, c'est que je fais référence à une notion qu'on utilise en sociologie, qui est la notion de cadrage des problèmes publics. C'est la façon dont on va les définir, dont on va attribuer des responsabilités et dont on va trouver des solutions. Et quand on dit, au fond, le problème du changement climatique sont les activités humaines, ce sont nos modes de vie, eh bien, on va dire, la responsabilité, elle vient des individus. Et les leviers d'action, ça va être de changer ces comportements. Et de fait, effectivement, nos modes de vie, ils ont beaucoup changé ces dernières années. Oui. On se déplace plus, on roule plus, on utilise plus la voiture, on prend plus l'avion, on a des logements plus grands, qu'on chauffe plus. On utilise plus la voiture qu'avant ? Oui, les distances parcourues ont largement, ont largement augmenté. Donc, de fait, nos modes de vie ont changé. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est la manière dont on a donc cadré ce problème comme un problème finalement de responsabilité individuelle. La difficulté, c'est nos modes de vie, et donc il faut les changer. Et donc, qu'est-ce qu'ont fait les sociétés en fait ces dernières années? Que ce soit les gouvernements, l'expertise aussi du climat a dit il faut changer les modes de vie. Et donc, on a dit aux individus, mangez moins de viande, déplacez-vous moins souvent. Voilà, ce que nous dire. Voilà, chacun doit faire des efforts. Ouais. Et donc, on a déployé toute une série d'interventions publiques autour des injonctions qui s'adressent aux individus. Faites attention, soyez responsables. On utilise aussi beaucoup la morale, d'ailleurs. Soyez un bon citoyen, etc. On utilise des instruments économiques, comme les incitations. Par exemple, on va dire, on va vous rendre plus cher ce que vous devez moins consommer. On vous donne des aides pour des voitures électriques, par exemple. Par exemple, voilà. Donc c'est l'idée en fait de jouer sur le choix économique en fait pour orienter ces comportements. Mais c'est toujours ces comportements qu'on cible. C'est aussi le cas d'ailleurs avec l'influence. Il y a beaucoup d'idées reçues autour du rôle que vont avoir des leaders d'opinion, des influenceurs, qui vont comme ça faire tache d'huile, qui vont montrer à toute la société comment se modifier. Donc il y a vraiment en fait ce
cadrage très individualisant. Très individualiste. Excuse-moi, je vous coupe, mais vous travaillez du coup sur ce côté un peu influenceur. Comment est-ce que leur mode de vie peut influencer les gens qui les regardent ou les gens qui les écoutent ? Alors, je ne travaille pas directement là-dessus, mais en fait, ça fait partie des hypothèses qui sont faites, que les influenceurs vont pouvoir en fait, modifier la société dans son ensemble. Et en fait, je vais revenir là-dessus pour montrer que ça ne marche pas tant que ça. D'accord. Là, je voudrais juste insister sur cette idée, voilà, que c'est les individus, leur comportement, leur choix, qui va vraiment être le levier d'action le plus efficace et qui a fait tout ça, qui a fait toute cette intervention publique et tous ces discours publics, y compris médiatiques. Alors, qu'est-ce que ça a fait tout ça ? Ça fait pas rien. Il y a eu une étude de César Dugas pour Carbone 4 qui a mesuré d'ailleurs ce que ça faisait. Il a mesuré que ça fait à peu près 25% en fait, des efforts qui sont nécessaires pour diminuer par exemple les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça fait pas rien. Et en même temps, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on fait ça et on n'a pas complètement résolu le problème. Alors, pourquoi, en fait, ça ne marche pas complètement ? Alors déjà, on pourrait parler du sentiment qu'ont plein de gens par rapport à ces injonctions-là. Il y a plein de gens qui disent « ouais, on fait des efforts, ça fait des années qu'on fait des efforts, il ne se passe rien, on demande toujours les efforts aux mêmes ». Il y a d'autres personnes qui vont dire « mais moi, je ferais bien des efforts, mais c'est inaccessible, on me dit prendre les transports en commun, mais là où j'habite, on dit prendre le vélo, mais là où j'habite, c'est pas possible ». Je trouve que ça crée un peu du rejet. C'est-à-dire que quand on nous donne la responsabilité de tout, eh ben, parfois on se dit ouais, ben, pourquoi moi ? Et comment ? Parce que moi j'habite là, parce que moi j'ai besoin de ça, etc., etc. Donc en fait ça peut créer l'effet inverse aussi. Et c'est exactement ce que ça produit. En fait, ça crispe davantage et puis ça clive un peu la société. Parce qu'en fait, les différentes personnes se rendent bien compte qu'elles n'ont pas accès de la même façon aux mêmes solutions, que pour certaines c'est très cher. On nous dit par exemple, eh bien, il faut arrêter de se chauffer avec des énergies carbonées quand vous habitez dans un logement et vous n'avez pas le choix du système de chauffage et pas les moyens d'investir dans un autre système de chauffage. On voit bien que l'action individuelle, elle est extrêmement limitée. Je parlais tout à l'heure des incitations. Bien sûr, on va rendre plus cher ce qu'on veut éviter de consommer, mais ça ne marche pas toujours. Il suffit d'aller sur un comparateur pour voir que parfois, ça coûte bien moins cher de prendre l'avion. Donc, en plus, on n'a pas complètement mis en place des injonctions qui seraient tout le temps les mêmes et concordantes entre elles. Quoi. C'est pareil, par exemple, on parlait de la viande, mais c'est pareil. Après, c'est pour plein de raisons, mais la viande la moins chère est souvent la moins bonne viande, entre guillemets. La viande la plus chère est la meilleure. Quoi. Exactement. Ou on pourrait même dire que ça coûte quand même pour le moment, encore moins cher d'acheter un plat de lasagne transformé, ultra transformé dans un supermarché que des légumes bio locaux. Oui. Donc on voit bien que ce cadre qui est censé en fait orienter les comportements individuels, il y a plein de moments où ça marche plus, ça décroche. Voilà, exactement. On est surpris, on comprend pas. Il y a ça, et puis il y a en fait tout ce qui nous environne, c'est-à-dire cette société qui met en fait les valeurs sur autre chose, qui met les valeurs sur le fait de on a réussi sa vie quand on arrive à s'offrir ça, une maison, une voiture, une maison, etc. Et puis j'imagine plein de gens qui nous écoutent, qui sont aussi partagés entre leur conscience écologique et puis s'acheter une énième paire de baskets, voilà. Donc il y a avoir des mètres carrés, partir en vacances au soleil, etc. Ça reste des choses en fait qui relèvent beaucoup des aspirations, pas seulement individuelles, mais collectives, parce que collectivement, on a construit ça comme les symboles de la réussite. Donc on voit bien en fait que ce cadrage individuel, il ne fonctionne pas, tout simplement parce qu'il se heurte en fait à une organisation de la société qui, au contraire, en fait, est complètement adossée à cet usage très fort des énergies fossiles, à cet usage très important des ressources naturelles, des ressources en eau, des terres, etc. On s'est collectivement organisé de cette façon-là. Donc en fait, c'est une façon de dire que ce cadrage en fait, qu'on a construit en disant le problème du réchauffement climatique, c'est les activités humaines, et le raccourci qu'on a fait en disant du coup, c'est les individus, il ne fonctionne pas. Oui, ce sont les activités humaines,
mais ce sont les activités humaines telles qu'on les a collectivement organisées, c'est-à-dire la façon dont on produit, dont on consomme aujourd'hui, le fait de dire les ressources naturelles, ça coûte pas toujours très cher, peu importe la question de leur finitude, les énergies, elles sont accessibles, elles coûtent pas toujours très cher. Donc en fait, on a construit toutes ces organisations, on pourrait appeler sociales, économiques, politiques, et en fait, c'est ça qu'il faut transformer. C'est en transformant ces organisations qu'on va transformer nos modes de vie, parce que nos modes de vie, c'est la résultante de ça. Parce qu'en fait, finalement, il y a un truc un peu insidieux qui fait que, du coup, quand on veut faire une démarche un peu écologique, vu que nos principes, comme vous le disiez, adossés à toute cette vue avec les énergies fossiles, etc. On peut se tutoyer, hein. D'ailleurs, je disais, on peut se tutoyer. Hein. D'accord. Oui, c'est vrai. On s'est dit ça tout à l'heure. En fait, du coup, ça fait qu'on a l'impression que, du coup, tout ce qui nous pousse vers, on va dire, plus d'écologie et plus de responsabilité, c'est punitif, puisque du coup, ça nous sort de nos schémas de réussite, d'aller de l'avant, de réussir. Et donc, c'est ça qui donne parfois cette impression d'injustice et de se dire, ah oui, donc l'écologie, ce sera que punitif, finalement. Parce que ça nous empêche d'avancer, en réalité. Oui. Mais en fait, c'est parce que c'est ces modèles-là qui sont tronqués et qui nous font faire fausse route, en réalité. C'est exactement ça. C'est exactement, en fait, le fait de dire l'écologie, c'est important, donc il faut changer des modes de vie, des comportements. Et en fait, il faut les extraire du cadre dans lequel, en fait, ils s'insèrent assez naturellement pour la plupart des individus, qui, au contraire, valorisent l'inverse. Donc, forcément, du coup, c'est se priver, c'est renoncer. Alors, pour un certain nombre de personnes, c'est plutôt satisfaisant de faire ça, mais aussi parce que, comme on dit en sociologie, on va faire des reconversion statutaire, c'est-à-dire je vais dire oui, je prends plus l'avion, je mange plus de viande, etc. Mais voilà, autour de moi, tout le monde trouve ça très chouette, on s'auto-valorise, donc on a construit un petit entre-soi. Oui, dans lequel ça arrivait effectivement. Voilà, dans lequel ça a de la valeur, mais ça marche pas pour l'ensemble de la société, en fait. L'ensemble de la société, elle est plutôt animée par d'autres valeurs, et du coup, effectivement, tout le discours, en fait, écologiste ou écologique, en fait, va apparaître comme un discours de privation, et pas que de privation, d'ailleurs, de biens, de privation aussi de liberté, etc. Donc, on voit bien qu'en fait, cette critique qui est apportée au discours écologiste, elle est liée au fait qu'on a fait ce très mauvais cadrage de dire activité humaine égale individu. Si on avait fait un cadrage plutôt activité humaine égale institution, organisation sociale, politique publique, organisation économique, etc., on verrait bien que du coup, la solution, et elle devient très complexe, c'est de dire organisons-nous autrement pour que, au fond, on valorise autre chose. Et donc, du coup, il n'y aurait plus ce décalage-là. Mais c'est ça, ce côté schizophrène un peu. Exactement. Exactement. Et puis, très violent aussi pour les individus, parce que, comme en plus on moralise à outrance le discours, eh bien, ce qui apparaît, c'est il y a les bons, il y a les mauvais, et puis aujourd'hui, en fait, le débat, il se clive énormément sur ces aspects-là. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, c'est compliqué de parler d'écologie, et c'est ça qui fait que l'écologie, en fait, devient... Ça divise tout le monde, Exactement. On ne sait pas ce qui est bien, pas bien, on ne sait plus quoi faire, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, pourquoi le faire. Et puis, il y a des gens qui se sentent agressés parce que d'autres font des démarches en disant « Ah ouais, il doit se sentir... » Enfin, il y a des gens qui, du coup, se disent « Ah, ils font les écolos » et du coup, qui ont l'impression que ils le font par militantisme, par morale, et ils se disent « Ah, donc ils pensent que leur morale est meilleure que la mienne » et du coup, ça oppose les gens. Je suis devenue végane en 2016. Je peux te dire que si j'en parlais sur Twitch, c'était ça l'entièreté des commentaires. C'était du coup, tu te penses au-dessus de nous, alors que moi, c'était juste un choix individuel. Un choix politique, mais un choix individuel. Et donc, du coup, ça mettait tout à feu et à sang. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'en parler parce que la question écologique revient beaucoup plus sur le terrain politique. Et du coup, les gens savent que c'est aussi un mode d'action politique. Et c'est perçu comme ça, avant d'être un choix moral. Parce qu'avant, c'était vraiment perçu comme un choix moral et une éthique personnelle. Et du coup, en fait, ces clivages, pour répondre à la question que tu posais sur l'influence, c'est ça qui explique que l'influence ne marche pas. Parce que ça fait des années aussi qu'on dit on va demander à tel leader d'opinion, quand il y a eu l'affaire des joueurs de foot là, qui prenaient l'avion, on a dit mais pourquoi les joueurs de foot ne montrent pas l'exemple, etc. Mais ça ne marche pas. Parce que justement, comme on a ces clivages entre une partie de la société... alors d'abord, il y a une partie de la société qui est clairement dans l'opulence et qui construit en fait son statut social de cette façon-là. Et puis, il y a une autre partie de la société plutôt en bas de l'échelle sociale, qui aspire à ça. C'est-à-dire, moi aussi, j'aimerais bien avoir mes mètres carrés, partir au soleil, etc. Et là, on m'explique que non. Donc,
c'est vraiment ce cadrage individuel qui met aujourd'hui l'écologie dans une impasse et qui explique une partie de l'inaction aussi face au changement climatique, quoi. Oui, c'est hyper intéressant, c'est hyper deep en fait, parce que ça retourne le problème dans tous les sens et c'est vraiment très intéressant. Tu as des questions peut-être, Maudie, à ce propos? J'ai des questions perso. Toi, t'en as des millions. Bah ouais. J'ai mon petit carnet en mode... Mais en vrai, profitons-en pour discuter parce que c'est très intéressant. Juste, je peux dire un tout petit truc. C'est marrant parce qu'en fait, quand on écoute ça, on a l'impression que la seule solution, c'est de se déstructurer complètement et tout revoir. Mais pas tout revoir nous en tant qu'être humain, c'est tout revoir en tant que société, quoi. De la société. Et bon, ça c'est peut-être personnel, mais j'ai l'impression que du coup, c'est compliqué avec le capitalisme et le monde dans lequel on vit. Ça me semble un peu compliqué, effectivement, de tout revoir. C'est l'une des raisons pour lesquelles c'est confortable de prendre la question par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire l'individu. C'est-à-dire ça évite de faire exactement ce que tu viens de dire. C'est une façon de dire aussi qu'en fait, on fait de la politique en individualisant le problème. Oui. Et après, effectivement, alors, gérer la crise climatique, c'est que de la politique. C'est pour ça qu'il faut mettre les sciences sociales dans l'affaire, parce que les transformations de la société, a priori, elles nécessitent de comprendre les mécanismes du changement social. Et effectivement, il faut tout changer. C'est ça la difficulté. Si on prend par exemple ce qui se passe aujourd'hui, les débats autour de la ressource en eau, on se rend compte que la ressource en eau, elle se raréfie. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Quelle peut être la réponse qui peut être apportée à ce problème ? C'est forcément une réponse dans laquelle on va dire il va falloir à un moment donné organiser les conditions démocratiques du débat pour dire qui a accès à la ressource en eau, comment, combien, à quel niveau, etc. Et ça aujourd'hui, on n'a absolument pas les institutions qui permettent ça. Donc vraiment, les réponses, elles seront organisationnelles, institutionnelles, du coup très complexe à mettre en place. Lourd, quoi, des procédés lourds. Enfin, exactement. Ça semble presque impossible. Hein. Alors oui, c'est toujours l'effet, quand j'enseigne ça auprès de mes étudiants, il y a d'abord un effet soulagement qui est de dire « Ah, mais je comprends pourquoi... c'est pas tout de ma faute. » Déjà, c'est pas de ma faute. Je galère pour, effectivement, je suis toujours en train... Cette impression de solitude, en fait, par rapport aux instances au-dessus, on se dit « Mais elles ne vont pas du tout m'aider dans ma démarche. » Voilà, c'est ça. Enfin, le côté un peu, j'ai l'impression de me battre et en fait, j'en fais jamais assez. Donc, il y a ce côté soulagement, puis après, un côté un petit peu désespéré devant l'ampleur de la tâche. Mais en même temps, c'est précisément parce que la tâche est lourde et compliquée qu'il faut la prendre à bras-le-corps. Il y a un exemple que j'aime bien citer, par exemple, qui est mes étudiants, comme la plupart des étudiants, ils doivent faire une année à l'étranger, ils doivent partir à l'étranger. Bon. Et en fait, on se rend compte dans les établissements d'enseignement supérieur, comme ça, quand on regarde l'empreinte carbone, elle est largement augmentée à cause des déplacements à l'étranger des étudiants, logique. Et la réponse qui est apportée à tout ça, c'est on va réfléchir à des quotas, ou on va réfléchir au fait de dire on va un peu responsabiliser chacun. Oui, est-ce que tu es obligé de partir ? Est-ce que tu es aussi loin, etc., etc. C'est absurde. C'est-à-dire qu'on construit un système de règles dans lequel on dit il faut partir à l'étranger, et après on dit aux gens ouais mais c'est pas bien quand même. Il faudrait que tu fasses un effort. Encore une fois, le problème est à la base. Mais c'est paradoxal, ouais. Exactement. Donc, que tous tes petits copains qui sont partis pendant des années à Miami, ce serait bien que tu parles toi à Strasbourg, histoire d'un peu. Voilà. Et puis tu vas en convoite et tu me sautes. Mais t'inquiète pas, ce sera pareil en termes t'inquiète pas, ce sera égal en termes de valeur, etc. Non, c'est différent, vous voyez bien quand même. Donc, en fait, de fait, ça marche sur une petite partie de la population, pour différentes raisons. Celle qui va, encore une fois, faire ses reconversions statutaires de ces efforts-là, en disant, voilà, moi, je fais les choses bien, puis tout le monde autour de moi trouve c'est chouette, etc. Mais on fait peser un poids énorme, en fait, sur chaque individu. Et puis, il y a tous ceux, effectivement, qui aspirent, qui vont être, par exemple, les premiers accédants de leur famille à des études supérieures, et donc la possibilité de partir à l'étranger, et on va... non, tu comprends, exactement ce que tu viens de dire. Donc, on a un système de règles qui encourage à quelque chose, et par-dessus ça, on met des injonctions et on va demander aux gens, débrouillez-vous, regardez dans les marges du système, faites au mieux. Voilà. En fait, c'est comme si on invitait un enfant dans une chocolaterie et on lui disait, tu peux pas prendre de chocolat parce que ça peut te faire grossir. Mais voilà. Et t'es en mode, c'est quand même un peu dommage parce que je m'aurais quand même amené dans une chocolaterie à la base. Donc, c'est la même chose.
Non, mais enfin, un petit peu l'image, quoi. Tu vois, c'est-à-dire quand on est dans un endroit où tu te fais, ça va être machin ou quoi, mais en fait, non, c'est pas bien pour toi. En fait, ne te moque pas de sa vulgarisation, s'il te plaît. Mais j'essaye un peu, tu vois. J'aime beaucoup, L'idée, c'est exactement ça. On a la même chose avec les chercheurs. Nous, nos carrières sont évaluées avec plusieurs types de critères, et parmi les critères, il y a si on va à des conférences dans différents pays du monde, voilà. Et faire des conférences, c'est bien, ça fait avancer dans la carrière. Donc on a ce système de règles. Et aujourd'hui, on dit aux chercheurs, ouais, mais c'est pas bien, regardez votre empreinte carbone avec l'avion, nanana. Mais alors, donc, bon, moi, là où j'en suis dans ma carrière, c'est pas trop grave si je renonce aux conférences, mais quelqu'un qui rentre, pourquoi on ferait peser à cette personne, en fait, cette culpabilité de devoir prendre l'avion pour avoir une carrière. Alors même qu'on lui explique que, ouais, mais si tu voyages pas, ça va être plus dur. Voilà, donc c'est ça que j'essaye de dire en disant, aujourd'hui, on a tout un système de règles en fait qui valorise finalement des modes de vie, des professions, des systèmes économiques qui sont très largement dépendants en fait d'un usage massif des énergies fossiles. Ça, on n'y touche pas parce que c'est pas possible, parce que les intérêts économiques, ceci, cela. Et du coup, comme on n'y touche pas, on va faire peser cette culpabilité sur les gens, ou on va imaginer comme ça qu'il y ait des influenceurs qui vont faire basculer toute la société qui est réglée par autre chose. Bref, on est dans une incohérence totale, on est dans une impasse, et en fait, l'inaction climatique, aujourd'hui, elle est très largement là, quoi. C'est absolument passionnant. Maudit, du coup, je t'ai coupé tout à l'heure. Ah oui, pardon, je suis désolé. Vas-y, toutes les questions. Non, mais c'est en lien direct avec ce qu'on disait. Il y a une phrase qui revient presque comme un slogan maintenant, qui est souvent utilisé. C'est l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage, qui est un truc qui est vraiment largement utilisé, alors qu'à la base, ça vient d'une personne qui est syndicaliste et qui, justement, dans la forêt amazonienne, travaille dans l'industrie du latex, et du coup va sortir cette phrase et qui est assassinée ensuite. Enfin bon, bref, grosse lutte politique, quoi, gros enjeu. Moi, je vous replace cette phrase-là parce que ça pose des questions, justement, d'ordre de système économique. Ce qui est soulevé dans cette phrase-là, c'est de dire notre système économique actuel qui est organisé autour du fait d'attirer plus de profits et plus de capitaux, qu'on ne détient pas les moyens de production, ça va faire justement un mode d'utilisation de la planète, des ressources de la planète ultra-productiviste, productiviste aussi dans le sens où ça pille les ressources d'autres pays, donc aussi très colonial dans son histoire et même encore aujourd'hui dans ses usages, et qui, d'un point de vue sociologique, renforce les inégalités. Donc moi, ma question pour vous qui êtes sociologue, c'est justement... si on essaye d'envisager la lutte écologiste, comment est-ce que les mouvements sociaux aujourd'hui s'emparent de ça? Comment est-ce qu'ils relient ça avec les questions d'inégalité et puis de solidarité aussi avec d'autres pays? Alors, c'est intéressant cette question-là parce que y a une double direction en fait. Les mobilisations écologistes, elles sont aujourd'hui absolument l'un des leviers, ça a été identifié et ça apparaît y compris d'ailleurs dans les rapports du GIEC, c'est l'un des leviers aujourd'hui, pas qu'aujourd'hui, de tout temps, pardon, de la transformation des sociétés en fait. La contestation, la critique, la remise en cause de l'ordre établi, et on voit bien que là ça relève de l'ordre établi puisqu'il faut changer énormément de choses. Et en même temps, aujourd'hui, on a... alors, on sort un petit bouquin, je fais du coup une page de pub, on sort un petit bouquin avec mon collègue Jean-Baptiste Combi sur les mouvements écologiques, et on montre justement que ces mouvements ont des difficultés à aller vers ces questions plus sociales, en fait, à ces questions plus d'inégalité. Et en même temps, c'est complètement structurel, c'est-à-dire que nos sociétés se sont construite avec cet ordre établi, donc qui est très dépendant des énergies fossiles, mais qui est aussi très dépendant d'un système inégalitaire, puisque vous avez parlé à la fois des rapports coloniaux, en fait, qui ont établi des formes d'inégalité. On a aussi des inégalités sociales, en fait, dans chacun de nos pays, et puis à l'échelle de la planète également. Et en fait, ces inégalités sociales, en fait, sont structurelles dans le maintien de cet ordre établi. Sinon, on n'aurait pas de croissance, simplement. Alors, ça dépend comment on pose la question, mais en tous les cas, nos principes de développement économique sont des principes de développement qui acceptent les inégalités et qui, d'une certaine manière, considèrent que c'est un dégât collatéral, etc.
Et la difficulté, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, la plupart des politiques climatiques ou un certain nombre de politiques environnementales, en fait, accentuent les inégalités. Donc, on part d'un système inégalitaire qui se trouve accentué, et surtout, on part en fait d'un système inégalitaire qui est le fondement même en fait de ces organisations sociales qui sont très dépendantes en fait de ces énergies fossiles pour faire des niveaux de production qui sont extrêmement élevés, avec un coût du travail qui est assez bas. Et ces niveaux de production, ils sont tellement élevés aujourd'hui qu'ils excèdent les niveaux de consommation. Donc on est obligé d'encourager cette consommation pour pouvoir écouler cette production. Et comme cette production est excédentaire, on a en fait ce désajustement quantitatif, c'est-à-dire ce gaspillage qu'on envoie dans les pays du Sud. Donc on a doublement en fait, enfin on a un problème aux deux niveaux, c'est-à-dire au moment où on paye en fait le travail, et toutes les délocalisations qu'on a eues en fait, qui ont joué en fait sur ces différences de coût du travail. Et aujourd'hui en fait, on renvoie ces excès, par exemple je pense au textile, ces excès de matière dans les pays du Sud, qui ont la charge de gérer en fait ces tonnes de déchets. Donc on a en fait quelque chose qui entretient les inégalités dans des proportions gigantesques. Ok, mais imaginons une déstructuration, etc., tout le système et tout. En fait, il y aurait quand même des inégalités dans le sens où les pays du Nord se seraient développés en utilisant un maximum d'énergie dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, quoi. Tandis que du coup, les pays du Sud en voie de développement, eux, devraient du coup se développer à la nouvelle manière si jamais il y a une déstructuration. Donc finalement, il y aurait quand même des inégalités parce que ça veut dire que les pays du Nord surdéveloppés se seraient développés sur un truc qu'on ne peut plus faire à l'échelle mondiale aujourd'hui. Oui. Alors, de toute façon, effectivement, le développement économique des pays du Nord, en fait, il s'est fait très largement au détriment des pays du Sud. C'est-à-dire, j'ai parlé du coût du travail, mais il y a aussi, effectivement, ce que dénoncent les mouvements anti-extractivisme, par exemple, qui est le fait d'accéder à des ressources naturelles pas chères, en fait, dont la rente économique va être tirée surtout dans les pays du Nord. Donc ça, c'est vraiment des inégalités qu'on appellerait structurelles, en fait, qui maintiennent aujourd'hui cet ordre établi. Et en plus, effectivement, dans le discours aujourd'hui, très paternaliste, en fait, des pays du Nord à l'égard des pays du Sud, qui est de dire non, mais en fait, on va vous expliquer, nous, on se rend compte que tout ça, ça nous met dans le mur, donc vous n'aurez pas droit à votre développement, vous devez directement aller à la case privation, etc. Donc, on voit bien qu'en fait, l'enjeu aujourd'hui ou la façon dont cette crise climatique ou environnementale est mise à l'agenda, c'est une façon, en fait, de défendre un certain nombre d'intérêts qui sont établis et qui n'ont pas intérêt au changement, quoi. Donc on a aussi des mécanismes de blocage qui sont extrêmement politiques. On entend souvent dire « Ah, les gens n'ont pas compris ». Oui, c'est un petit peu plus grave que ça. Je pense que c'est pas qu'on n'a pas compris, c'est qu'il y a des gens qui ont très bien compris, en fait, la remise en cause d'intérêts établis que provoquerait en fait la prise en charge de cette crise climatique. Ok, intéressant. Est-ce que Maudit avait... C'est bon, je laisse les autres. Tu peux, mais régale-toi. Révendi, tu avais quelque chose aussi? Non, en fait, c'est hyper intéressant parce que du coup, on parle de modèles de consommation aussi et donc du coup de modèles de société. C'est vrai qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et ensuite encore plus avec la chute de l'Union soviétique et du coup l'omnipotence du système capitaliste américain, forcément, c'est des modèles en plus qui sont très récents. Donc du coup, réussir à prendre du recul dessus, à les analyser, à comprendre leurs limites, les bornes, où est-ce que se place l'individu dedans, c'est vrai que ça nous demande de changer très vite en réalité aussi, parce que finalement, à l'échelle de l'histoire, quelque chose qui date, on en parle depuis 30 ans, mais ces systèmes-là, c'est les années 50 aussi, quoi. Exactement. Donc c'est des choses où on demande du coup à notre génération de changer des choses très, 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 très vite. Donc quelque chose qui n'est pas si ancien que ça, donc qui est encore très virulent en fait. C'est pas un système, tu vois, qui va tendre à s'essouffler, mais pas de lui-même. C'est plus les incidents extérieurs, notamment la crise écologique, qui doit amener cet essoufflement-là. Sinon, lui est actuellement très virulent et donc du coup, il faut le changer de manière assez forte, quoi. Non, mais c'est hyper important ce que tu dis, mais les gens n'ont même pas conscience de ça. On a l'impression que notre système économique, qui est capitaliste, et notre système politique, qui est l'État-nation, a toujours existé. Et donc, comme les gens grandissent là-dedans, ils ont l'impression que ça a toujours existé, que ça sera toujours comme ça et qu'on ne peut pas s'en sortir. Ce qui provoque aussi énormément d'inaction, quoi. Je rappelle, messieurs, dames, que nous sommes avec Dr Sophie Dubuisson
Kellier, membre du Haut Conseil pour le climat, sociologue, directrice de recherche au CNRS en sociologie économique, Sciences Po, Centre de sociologie des organisations. Je faisais un petit point pour les personnes qui viendraient de nous rejoindre. Moi, j'avais noté un petit truc, rapport à la consommation, une contradiction entre consommation et société de consommation. Qu'est-ce que ça veut dire? J'avais noté ça. Alors, moi, je vois plutôt les contradictions aujourd'hui qui se posent justement à partir du discours sur la sobriété qu'on a vu apparaître dans le contexte là, de la crise ukrainienne, etc., donc, qui consiste à dire faites des efforts, consommez moins, etc. Et je trouve que cet exemple-là, il illustre assez bien les difficultés de mettre en place une politique qui reposerait comme ça sur du discours un peu injonctif. Pourquoi ? Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, l'ensemble en fait du reste de la société est animé par autre chose, qui est au contraire le fait de dire essayez d'avoir des chouettes équipements, des chouettes téléphones, des chouettes ordinateurs, des fringues, etc. Et c'est ça en fait qui va vous permettre de vérifier que vous êtes sur la bonne trajectoire. Donc en fait la contradiction aujourd'hui des discours qui ne ciblent que la consommation, au lieu de ce que j'ai essayé de montrer, l'énorme monstre qui est les systèmes de production, en réalité, parce que c'est là qu'est le problème, en fait, le système de production, les flux financiers qui les alimentent, les rapports aux ressources naturelles et aux énergies fossiles. Mais le fait de cibler la consommation évite de changer tout ça. Mais c'est d'autant plus difficile que cette consommation, c'est une résultante du reste. C'est bien parce qu'on produit aujourd'hui beaucoup trop de téléphones, beaucoup trop de baskets, beaucoup trop d'alimentation, en fait, qu'on va se débrouiller pour dire aux gens « allez-y, consommez plus ». Et c'est pas que le discours marketing, c'est pas que le discours des entreprises. Les pouvoirs publics font aussi ça. La prime à la casse, qui était l'argent qu'on pouvait recevoir pour changer son véhicule, alors avec toujours les meilleurs arguments du monde, ça pouvait être aussi pour des raisons écologiques d'ailleurs. Mais cette prime à la casse, en fait, elle soutient aussi un système de production des automobiles qui est maintenu en fait par des politiques publiques. Quand il y a eu des événements dramatiques comme des attentats, le discours public, c'est de dire retournez dans les cafés, consommez, vivez, dépensez, parce que c'est ça la vie, quoi. Et on a dit, vous vous souvenez bien, on a dit c'est notre mode de vie qu'il faut sauver dans cette affaire-là. Donc, en fait, ce que j'essaye de dire, c'est que mon propos n'est pas de déplacer la responsabilité des individus vers les entreprises, par exemple, mais plutôt tout notre système, c'est global. Et les politiques publiques sont partie prenante de ça. Les politiques publiques, en fait, encouragent cette production massive qui va apporter du développement, et puis, du coup, cette consommation qui a besoin, en fait, de soutenir cette production. Et pas l'inverse. Et pas l'inverse, oui, bien sûr. Mais est-ce que tu penses que du coup on consomme parce qu'on a à dispo et on nous propose et donc effectivement on consomme, ou est-ce que tout simplement on n'a pas à dispo parce qu'on a envie de consommer? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que ça dépend alors pas ou la demande, c'est ça que tu es en train de dire. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça dépend pas de chacune et chacun, et au final c'est quand même difficile de tirer des conclusions sur ça en se disant on consomme parce qu'on produit? Oui. Toi, au niveau de tes études, qu'est-ce que... Alors là-dessus, la sociologie économique, elle est assez catégorique. C'est-à-dire, c'est bien l'offre qui fait la demande. Souvent, en fait, que ce soit les pouvoirs publics ou les entreprises, vont dire, oui, mais bon, vous savez, les consommateurs, nous, on ferait bien quelque chose, mais ils veulent racheter, ils veulent... C'est en fait, d'abord, c'est faux, c'est objectivement faux, parce que dans les espaces de décision, on a des individus qui sont un peu tout seuls. Alors vous allez dire, oui, mais ils ont quand même un pouvoir d'acheter ou de ne pas acheter. Mais en fait, les décisions de mettre sur le marché, de faire des volumes plus importants, sont prises par les entreprises. Il y a des gens, par exemple, qui ont travaillé sur pourquoi, en fait, on voyait de plus en plus de constructeurs qui faisaient massivement du SUV. Pourquoi les constructeurs ont cette politique-là. La réponse classique, c'est même les consommateurs veulent du SUV. Non, les consommateurs se sont jamais organisés collectivement pour dire... Ça fait penser de mes semestres quand on bossait sur la presse du 19e siècle, on parlait de l'opinion publique. Parce que c'est l'opinion publique qui en veut, etc. Machin. Mais l'opinion publique,
c'est des journaux avec des journalistes qui sont plutôt basés à Paris aussi, qui du coup font aussi l'opinion et donc qui modèlent, amènent des idées, les introduisent dans le débat public, etc. aussi. Donc c'est un peu, bref, ça me fait un peu penser à ça. Oui, mais c'est exactement, c'est les mêmes mécanismes que pour l'opinion publique. On a aussi, on l'observe aussi dans l'offre alimentaire. Oui, mais les gens, ils veulent. Bah non, regardez ce qui est massivement proposé. 70% de l'alimentation, en fait, vient des supermarchés. Et hors saison. Mais en tous les cas, c'est dans les mains plutôt de l'offre. Donc distributeurs oui, bien sûr. Ça, c'est eux qui décident de proposer ça dans leur magasin. Exactement. C'est pas des gens qui lui demandent. Exactement. Il n'existe pas en fait de pouvoir organiser du consommateur. Alors on va dire oui, mais bon, il y a quand même la force agrégative du marché, le fait que s'il y a un achète, deux achètent, etc. Non, mais cette force-là, elle est sans commune mesure par rapport à la force de dire regardez ce qu'on a dans les rayons. Et de toute façon, voilà, c'est ça que vous achèterez. C'est ça. Oui, moi je me suis rarement dit ils ont pensé à moi, j'avais pile besoin de ça à ce moment-là, quoi. Ah non, mais là, la petite tomate de décembre, je ne pensais qu'à ça, quoi. Petite tomate espagnole. Non, mais c'est ça, effectivement. Après, mon cas personnel ne vaut pas évidemment pour le global, mais c'est vrai que je me suis rarement dit putain, c'est pile à ce moment-là, ils ont pensé à ça, quoi. C'est plus, il y a quelque chose qui m'a été proposé, je me suis dit, putain, ça me tente pas mal quand même de l'acheter. Tenté parce qu'on te propose. Bah voilà, je suis plus tenté qu'en mode, waouh. Finalement, c'est même pas que tenté parce qu'il y a des trucs qu'on n'aime pas. Par exemple, les tomates, on va dire sur les 30 dernières années, sont quand même dégradées en qualité. Oui. Ah, vous n'avez pas goûté les tomates de ma Provence? De celles qu'on trouve en tous les cas dans les grandes surfaces. Et en fait, ça s'explique très bien. C'est que comme la vente se fait en fait en libre service, il fallait des variétés qui soient résistantes et qui attire l'œil. Donc en fait, c'est remonté tout au long de la filière jusqu'aux obtenteurs variétaux, ceux qui font en fait les variétés de tomates, et en passant par les agriculteurs, les coopératives, pour dire faites-nous des tomates qui soient jolies comme tout, bien brillantes, mais qui soient un peu solides, parce que sinon on a trop de pertes dans le supermarché. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on mange des tomates qui sont pas bonnes. Donc par rapport à ce que je disais, c'est même pas nous qui demandons ça. On voit bien la force de l'offre pour imposer des produits en fonction de ses propres objectifs, de ses propres contraintes, ici logistiques, et qui nous impose en fait une offre. Donc on voit bien que ce rapport offre-demande, il est dans les mains de l'offre, oui, c'est vrai. Sans hésitation du tout. Le jambon rose est un excellent exemple. Moi, je suis né avec des jambons roses, donc je ne savais pas que le jambon n'était pas rose jusqu'à un certain âge, où on m'a expliqué que le jambon est rose parce que y a des petits colorants qui font qu'il est rose et c'est plus appétissant qu'effectivement un jambon qui n'est pas colorisé et qui sera gris, quoi. Et ce genre de truc. Exactement. C'est un autre exemple que j'utilise en cours, le jambon rose, les tomates, etc., les bonbons qui brillent, etc. Et ça, alors il y avait un slogan à une époque de Sony qui disait j'en ai rêvé, Sony l'a fait, donc qui inversait le truc. Mais ça n'existe pas. Ça. Oui, c'est moi, mais ça n'est jamais arrivé. Pour le coup, Sony a rarement pensé à moi. Il y a Ipécar dans le chat qui dit après, si on n'achète plus de tomates en janvier, ils n'en proposeront plus très très vite. Est-ce que c'est vrai ça d'un point de vue économique? Ben non. C'est ça que vous étiez en train de dire, mais ils n'ont pas compris, donc on répète. Non. Ben non, parce que justement, on n'a pas en fait une société qui est homogène. En fait, on a une société qui est ce qu'on appelle stratifiée. Et puis, il y a aussi que ces tomates, en fait, elles sont moins chères. Et il y a une partie de la population qui n'accède aux tomates que de cette manière-là. Donc, l'idée, en fait, de considérer cet individu moyen, et c'est comme ça qu'on le raisonne dans toutes ces politiques environnementales, ça se heurte, en fait, à une réalité sociale qui est le fait que la société, elle est organisée en groupes qui ne partagent pas les mêmes valeurs, les mêmes objectifs, etc. Donc, non, cette idée qu'on va tous s'organiser pour s'opposer à tel ou tel produit, ça ne fonctionnera jamais. C'est quelque chose auquel il faut aussi renoncer. Et du coup, ça veut dire que c'est à la main de l'offre, donc du secteur économique, des politiques publiques, etc. Donc les attentes, elles sont là. Justement, ça fait une belle transition avec la suite. Je voulais qu'on discute un peu du Haut Conseil pour le climat, dont tu fais partie. Déjà, qu'est-ce que c'est le Haut Conseil pour le climat ? Alors, c'est un organisme indépendant qui a été créé par le président de la République à la suite, en fait, du mouvement des Gilets jaunes et dont l'objectif est d'évaluer les politiques climat qui sont menées en France. Ah, c'est ça. Mais alors,
Il n'y a pas eu quelque chose, là, on ne s'est pas fait un peu taper sur les doigts, la France, par rapport au climat, il n'y a pas très longtemps? Oui, alors régulièrement, les rapports du Haut Conseil pour le climat expliquent que même si les émissions diminuent, en fait, cette diminution n'est pas à la hauteur des objectifs qui devraient être ceux de la France pour rester en fait dans le cadre des accords de Paris. Oui. Mais je crois même j'avais cru voir qu'on était plutôt mauvais élèves. Même dans l'idée, par exemple, par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, je crois qu'on est très mauvais élèves, non? Par rapport à d'autres pays? Par rapport aux objectifs qui étaient donnés pour réduire tout ça, etc. Oui, alors encore une fois, en fait, les constats qui sont faits par le Haut Conseil pour le climat, mais sur les aspects purement climatiques, vous pourrez poser les questions à Valérie Masson-Delmotte. Moi, j'aimerais bien rester dans mon cadre de la sociologie, en fait, et de mon cadre de compétences, mais effectivement, les constats qu'on fait, en fait, sont vraiment d'une insuffisance du rythme de la baisse. Ok. Mais du coup, en tant que sociologue, comment vous œuvrez pour le Haut Conseil pour le climat? C'est ça, alors? Eh bien, voilà, typiquement, c'est vrai qu'il y a ce réflexe en fait qui était très installé depuis un certain nombre d'années de dire les modes de vie c'est un problème, etc. Et donc du coup de décliner. Alors il y a plein de manières de décliner des actions autour des modes de vie. Donc il y a tous ces discours des petits gestes qui prennent énormément de place aujourd'hui dans les politiques publiques. Il y a aussi cette façon d'imaginer qu'on va davantage former. Et que ça va résoudre le problème. Alors c'est vrai qu'il est important, et puis du coup des émissions comme la vôtre, c'est intéressant pour ça aussi, de diffuser en fait, de faire bien comprendre les enjeux. Et il n'y a pas besoin d'être un spécialiste du climat, je ne suis pas une spécialiste du climat pour comprendre en fait ces enjeux-là. Mais au-delà de tout ça, moi ce que j'essaye de porter dans cette instance-là, c'est aussi les travaux des sciences sociales, et c'est aussi de comprendre un peu le caractère systémique en fait. Dans lequel s'insère cette problématique climatique, c'est-à-dire le fait que on n'arrivera pas à changer, à résoudre en tous les cas cette crise-là, juste en demandant aux gens faites chacun votre effort, enfin le truc du colibri, là, chacun fait sa part. Voilà, c'est impossible d'imaginer que dans un contexte où les règles du jeu vont complètement dans l'autre sens, demander aux individus de jouer en fait dans l'espèce de jeu de marge de manœuvre, les petites marges de manœuvre qu'il existerait dans le système. Donc du coup, ça va être les magasins bio, ça va être plus prendre l'avion à son échelle, etc. Mais on va rien déplacer. Si on prend l'image, par exemple, d'un gros système d'engrenage, j'aime bien utiliser, voilà. Là, on demande la plus petite roue, ça va être l'individu. On va demander à la toute petite roue de bouger tout le reste, voilà, c'est ça. Ou éventuellement de jouer dans le petit, voilà, tu peux bouger comme ça, mange bio, ça, on va sauver la planète, quoi. Et du coup, toi, en tant que sociologue au Conseil pour le climat, c'est ça que tu essayes de faire comprendre aussi. Il y a des enjeux qui sont urgents. Attention, juste l'être humain en lui-même, juste l'être humain n'est pas l'unique responsable. Il faut essayer de faire d'autres choses. Exactement. Alors, il a sa responsabilité, parce que souvent, on m'oppose, oui, mais ça décourage les gens aussi, tu tues dans l'œuf, je ne sais pas trop quoi. Bon, bref, c'est souvent quelque chose qu'on m'oppose. Donc, oui, il faut le faire. Et puis, d'abord, certains individus ont besoin de le faire. Mais, il faut tenir compte du fait que tout le monde n'y a pas accès. D'autres, que ça produit aussi beaucoup de frustration, parce qu'il y a des moments où on en a marre, quoi. Je veux dire, quand on roule à vélo, on mange bio, on ne prend plus l'avion, et qu'est-ce qui se passe? Rien. Voilà, donc ça, c'est une vraie problématique. Et puis, d'autre part, le changement social n'intervient pas par l'agrégation de changements de comportement homogènes dans toute la société. Ça, c'est faux. C'est sociologiquement faux. Okay. Voilà. Donc, puisqu'on insiste beaucoup dans ces affaires climatiques d'aller chercher la science, on le sait que ça c'est faux. Donc après, maintenant, il faut se remonter les manches, et c'est vrai que la tâche est compliquée. Ouais. Du coup, la tâche, c'est quoi? C'est de mettre en place, on doit attendre quoi? Du coup, l'individu doit s'intéresser à son système politique, à ses administrations, pour placer des gens qui, selon eux, sont à même de faire bouger les choses. Du coup, comment est-ce qu'ils peuvent agir à ce moment-là? Alors, il y a plein de moyens. Alors, si on reste au niveau très individuel et agrégé, pour le coup, il y a le vote. Ouais. Voilà. Oui. Après, si on passe par ce qu'on appelle de l'action collective,
il y a toutes les mobilisations sociales, et ça reste utile. Et puis, en fait, cette action collective, c'est pas que de la mobilisation sociale. Quand on est dans une organisation, quand on est dans une entreprise, une collectivité, quand on travaille dans l'administration, quand on enseigne ou on fait de la recherche, voilà, on est dans des organisations, et dans ces organisations-là, on peut, alors c'est pas agir à son niveau individuel, par exemple, en arrêtant d'imprimer, mais c'est en transformant les règles, en agissant pour transformer les règles. C'est structurel. Non ? Exactement. Si je reprends mon exemple des scientifiques qui voyagent beaucoup, on peut demander à chaque scientifique, allez, sois un peu responsable, ou on peut se dire, tiens, alors, quelle autre règle du jeu on pourrait se donner pour qu'au fond, on arrive à moins faire du déplacement en avion, quelque chose qui devient un peu obligé dans les carrières. Que le classement des universités passe plus par valorisation à l'international. Exactement. Par exemple, le classement des universités, effectivement, sur les niveaux de publication des gens, donc, ou les déplacements à l'étranger des étudiants. Donc, en fait, c'est changer ces règles du jeu. Et du coup, alors, tout le monde ne peut pas le faire à grande échelle, mais voilà, dans chaque organisation, en fait, il y a moyen. Un autre exemple que je prends souvent, c'est les syndics de copropriété aussi, où on peut fixer des règles du jeu. Donc, en fait, il y a plein de petites échelles. On n'est pas obligé d'être au gouvernement, en fait, même si le gouvernement, en fait, c'est lui qui devrait être le plus à la tâche là-dessus. Mais déjà, voilà. Mais en tous les cas, pas simplement en changeant son alimentation, et même si ça ne va pas rien faire. Mais ce n'est pas inutile de faire ça. C'est pas inutile, voilà. D'ailleurs, je me permets de relever, tu as fait un podcast qui s'appelle Climat. Peut-on sauver la planète avec des petits gestes ? Donc, oui, c'est ça. Que vous revenez sur la réponse est non. La réponse est non. On ne va pas sauver la planète pour ça. Par contre, ce n'est pas inutile. C'est pas inutile, exactement. C'est pas inutile. Et puis encore une fois, on est un certain nombre à avoir besoin aussi de se sentir actif. Voilà. En fait, il y a ça aussi, ce fameux sentiment où on se dit, ok, moi de mon côté, je fais au mieux. Voilà. Ce qui se passe mais encore une fois, je vois notamment quand je discute avec des gens qui ont un peu des trajectoires militantes de 30 ans, quoi. Ils sont dans un état d'essoufflement total parce qu'ils ont fait des efforts énormes et en fait, rien n'a changé, quoi. Et en plus, on leur reproche d'être écolo, donc extrémiste, oui, en plus, c'est ça, Khmer vert, je sais trop quoi. Voilà. Éco-terroriste, oui. Donc, et en fait, cette frustration, elle naît de ce cadrage-là. De ce cadrage-là qui ne les inclut pas parce que finalement, ils se sentent exclus alors que finalement, ils pourraient être un modèle d'une certaine manière. Exactement. Et finalement, ils se retrouvent marginalisés alors que les autres vont dans le mur, eux, ils sont sur le côté en mode venez là. Tout à fait. Sauf que les rails sont déjà tracés. Voilà. Comme on ne change pas les règles du jeu, encore une fois, c'est jouer aux marges du système. Et ça suffira jamais, quoi. C'est sur ces belles paroles, je pense que nous allons nous laisser, à moins que Sophie ou Maudie, vous avez peut-être une dernière question. Non, c'était hyper intéressant, très éclairant, et je pense que je pense que dans le chat, les gens ils se disent mais du coup on va rien faire, mais non, c'est pas ça. Du coup, il faut s'attaquer différemment au problème. C'est ce que vous voulez dire. Exactement. En fait, à mon échelle, je peux rien faire. En fait, on peut faire des choses, mais faites-le différemment. Ça va servir, comme vous dites, c'est utile de faire attention. Après, c'est ce qu'on disait, c'est ultra localisé. Ouais, c'est ça. C'est ça. Dans son association, dans son quartier, dans son association étudiante, voilà. Donc c'est à ces échelles. Voilà. Ce qu'on va appeler le niveau méso, entre le macro et le micro, quoi. Niveau organisé. Est-ce qu'avant de se laisser, tu peux nous redonner le titre d'un livre dont tu as parlé à un moment ? Oui, c'est un livre qui va sortir très bientôt avec Jean-Baptiste Combi et qui porte sur les mobilisations écologiques. Donc on n'a pas appelé écologistes parce que ce ne sont pas que les mobilisations des écologistes, mais c'est toutes les mobilisations en fait qui s'intéressent à la cause écologique et qui ne peuvent ne pas se présenter comme telles. Super long comme titre. Non, t'as raison, on va raccourcir. On fera gaffe. Donc du coup, c'est pas encore Mobilisation écologique. Voilà. Mobilisation écologique, super. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci beaucoup de cette invitation. D'être passé, c'était hyper intéressant et c'est vrai que ça soulève d'autres questions, tu vois. Ça soulève d'autres questions. En fait, toi, tu disais que ça avait un côté assommant parce qu'il y avait ce truc de qu'est-ce qu'on. Enfin, ouais, d'un coup, c'est beaucoup de choses quoi, à absorber. Moi, je trouve que c'est hyper inspirant parce que du coup, c'est des questions de démocratie en fait. Et ce qui se passe à Sainte-Soline, je viens des Deux-Sèvres, donc force au soulèvement de la terre et à Sainte-Soline. Mais ce qui se passe à Sainte-Soline avec les méga-bassines,
la question de la guerre de l'eau en France, on ne se posait pas la question. La question de la répartition de l'eau, les méga-bassines, moi je ne savais même pas ce que c'était. Est-ce que tu peux resituer pour les gens en fait, là en ce moment, il y a un mouvement social très important à Sainte-Soline, qui est en gros une zone dans les Deux-Sèvres, où il y a un projet de méga-bassines qui sont en gros des énormes trous dans le sol, qui font plusieurs hectares, dans lesquels l'eau va être stockée pour être utilisée après pour l'agriculture. Mais pour une agriculture qui est évidemment industrielle, quoi. Très peu d'agriculteurs et de paysans vont... Enfin, en fait, c'est que des agriculteurs et pas des paysans qui vont avoir accès à ça. Et puis, ça pose plein de questions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, d'un point de vue scientifique, il n'y a pas de consensus en disant super, let's go, c'est une bonne solution. Le consensus va même plutôt à l'inverse en disant il y a une évaporation, c'est de l'eau comme ça qui est là, donc ça s'évapore avec le soleil. Il y a des moustiques qui vivent dedans. Enfin, en gros, c'est la sauce. Donc les gens se mobilisent en ce moment pour essayer d'empêcher que ces méga-bassines soient mises en place. Et du coup, ils sont en ce moment traités d'éco-terroristes et le mouvement est très compliqué. C'est les images que vous avez vues à base de quad, flics, de fumigènes, avec des quads. Ça, quoi, bien sûr. Est-ce que le problème aussi, c'est pas le fait de privatiser l'eau? Parce que du coup, si tu dis que c'est plusieurs hectares... C'est ce qu'elle disait, c'est la question de cette ressource-là, par qui elle va être utilisée et comment. Donc c'est une question politique d'organisation. On a une ressource, par qui est-ce qu'elle va être utilisée, comment, et ça, c'est des questions qui sont pas ultra débattues. Comment tu le décides? Parce que tu vois, c'est des trucs où c'est en mode, c'est quand même l'eau. Et ça, c'est très local. Il y a un gros enjeu dans le Poitou-Charentes qui est la question des sécheresses, parce qu'en gros, il y a beaucoup de culture du maïs là-bas. Le maïs ne pousse pas naturellement en France, mais plutôt en Amérique du Sud. Du coup, ça utilise tellement d'eau qu'on a besoin de pomper dans les nappes phréatiques directement, et ça pose plein de problèmes, quoi. Ouais, et puis l'eau, d'ailleurs, j'ai un fun fact sur l'eau. À votre avis, prenez une piscine de jardin, somme toute, toi tu la connais, je pense. Prenons une piscine de jardin, somme toute classique, tu vois, on va dire 10 mètres sur 5 mètres, 8 mètres sur, tu vois. À ton avis, combien de piscines on boit en eau dans une vie? Non, mais c'est un fun fact. 3 piscines? On n'en boit même pas une. Ah ouais? On en boit, après ça dépend évidemment, entre 60 et 80%, tu vois. Voilà. On boit pas beaucoup. Donc si tu veux, les méga-bassines, ça représente pas mal d'eau, je pense. Pour pas mal de gens, effectivement. Pour du maïs qui sera utilisé pour nourrir les animaux. Pour faire de l'élevage. Pour faire de l'élevage. Voilà. Donc voilà. Non mais c'était hyper intéressant aussi d'avoir l'aspect social de cette question-là. Ouais, et en fait aussi ce truc de se dire que j'ai quand même la sensation que dans nos générations, on a envie qu'il se passe quelque chose, tu vois, politiquement, et qu'on serait prêt à le suivre aussi. Bien tu vois. sûr. Oui. Il y a un truc inspirant de te dire, on va, comme elle dit, se remonter les manches et tout. Et t'es en mode, vas-y, mais on y va. Les marches pour le climat, mais c'est un truc qui était hyper impressionnant, quoi. Les gens qui se retrouvent régulièrement pour se mobiliser, qui savent pas comment faire, si ce n'est exister. Tu vois, c'est collectif. Tu vois, est-ce que c'est aussi, tu vois, se dire, il faut trouver des gens peut-être un peu au-dessus de nous qui vont te donner les clés, te dire, on vous suit, parce qu'on a l'impression que ça vient aussi du bas par le bas et qu'on va y aller ensemble, et on vous donne les clés, du coup, un peu pour débloquer ce qui nous bloque et les fameux modèles dont on parlait, quoi. Tu me disais en off, j'aimerais bien un jour qu'il y ait un politique qui arrive et qui ne mette pas le choix sur des restrictions, sur des choses, etc. Il donne les backstage, Tu es j'aimerais bien, mais tu vois, tu es éco-fasciste, mec. Non, mais en mode, on y va et on arrête de se poser des questions. On écoute les scientifiques et on y va à un moment donné. Techniquement, on ne peut pas, parce qu'il n'y a pas de... Enfin, c'est ce qu'on voit avec l'écologie, c'est tellement interdisciplinaire qu'on a besoin de justement discuter collectivement. Et les solutions sont liées à des contextes qui sont... Mais il faut quand même, je pense qu'à un moment donné, il y a un mec quelqu'un a le courage de dire, allez, à un moment donné... Oui, c'est clair que si, d'un point de vue décisionnel, il n'y a rien qui fait, c'est...